De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Une première partie, d'ailleurs ce soir, qui sera consacrée à la famille des grands frères. Nous poursuivrons sur cette affaire. Nous avons reçu l'avocat de trois d'entre eux la semaine dernière, Juan Branco. Et ce soir, nous avons Jessica Daufour, justement, qui est la sœur de Noël Daufour. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Et nous avons également Nelly Francius sur le plateau. Bonsoir Nelly. Bonsoir. En deuxième partie, nous allons parler de bien-être dans l'entreprise et aussi du choix des humains, parce que vous êtes très sur le choix. Nous recevrons donc Sarah Tanous du centre Greatness Academy. Bonsoir. Bonsoir. Et donc une deuxième partie qui sera un peu sur la valorisation de soi-même et l'augmentation des performances en entreprise. Tout à fait, en se focalisant sur l'être humain. Surtout en se focalisant sur l'être humain. On va commencer avec notre dossier sensible quand même. On a pu avoir effectivement, après plusieurs mois, le son de cloche des avocats qui représentent justement vos familles. Visiblement, on a affaire à une procédure qui est plus compliquée que prévu, puisqu'on a un dossier qui est vide, mais on a quand même une instruction qui est en cours depuis plus d'un an. Comment vous vivez cela ? Alors nous, on ne parle même pas en termes de jours d'instruction, c'est en jour d'incarcération. Aujourd'hui, on est à 369 ou 370 jours aujourd'hui. Et c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué, effectivement, quand... c'est vrai qu'on nous a reproché que les avocats ne prenaient pas la parole durant une année, mais je pense que c'était nécessaire de rester dans ce silence d'une certaine manière, pour voir qu'au bout du compte, même une année plus tard, quand ils disaient déjà au départ que le dossier était vide, qu'une année plus tard, le dossier est toujours aussi vide, mais les demandes de mise en liberté sont refusées et les mandats de dépôt sont prolongés, puisque la semaine dernière, les mandats de dépôt de Boana, de O'Neill, de Didier et de Lilo ont été prolongés pour 6 mois. Et on nous a déjà prévenu que l'instruction était prolongée entre guillemets sur 8 mois. Donc on a effectivement, de toute façon, on n'a pas le choix, on avance avec eux, donc on a interjeté appel, évidemment, puisqu'il n'est pas question qu'on reste là à attendre que ça se passe et de laisser ses compagnons, ses pères, ses fils, ses frères en prison, loin de leurs enfants, puisqu'on rappelle que ces 4 personnes sont incarcérées sur la métropole, excentrées même par rapport à Paris. Ils sont un peu éparpillés dans les petites villes de France. Voilà. Boana, il est à Beauvais, Noël est du côté de Lyon, à Moulins-Isère, Didier à Fleury, et Lilo est du côté de Marseille. Donc compliqué de garder le lien familial en bonne santé, on va dire. Et puis les transmissions d'informations, avoir de leurs nouvelles, savoir comment ils vont. Moi, ça fait plus d'un an que j'ai pas vu mon frère. Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts quand même ? Parce que l'avocat nous disait déjà que c'était compliqué pour lui. C'était compliqué. Alors, dans les détenus, on doit à la cabine téléphonique, entre guillemets. Mais si vous voulez, c'est un peu la cabine téléphonique à l'ancienne. Quand vous appeliez la métropole ou de la métropole, vous utilisez la cabine, ça passe très vite. Et donc on privilégie, il vaut mieux qu'il appelle sa femme et ses enfants, puisque lui il a 4 enfants, les dernières ont 1 et 3 ans, donc c'est compliqué. Elles ont pu partir au mois de mai, elles sont reparties au mois de novembre, donc elles l'ont vu 3 fois, 6 heures en tout sur l'année. Alors que c'est un papa très, très présent. Boana, par exemple, il n'a pas vu son fils. Il a vu une fois en mai. Donc, et il a 4 ans. Et là, il ne va pas tarder à le voir. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que nous, on ne fonctionne pas, on ne réagit pas avec une dimension juridique dans ce dossier. C'est vraiment une dimension familiale. Et ça fait mal, quoi. C'est un drame. On est en train de vivre un drame. Et on a l'impression que ceux qui devraient s'en soucier ne s'en soucient pas. On a l'impression que le jeu, et c'est le retour des avocats, que le jeu est déjà fait. On sent quand même une pression au niveau du parquet qui font les grands yeux quand ils voient que O'Neill, par exemple, il a une petite de 1 an, une petite de 3 ans, qu'il ne les a pas vues de toute l'année. Donc on sent que quand on parle d'âge, ça fait un peu sursauter, mais ça pèse pas assez dans cette balance. Alors, balance de justice, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui appartient cette balance, mais c'est vrai que ça fait beaucoup après 370 jours. Et on a l'impression
Enfin, on a l'impression, mais on garde le cap, on sait qu'on va y arriver parce qu'on est sûr d'eux. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de naviguer à contre-courant et d'être seul contre tous, en quelque sorte. Nelly. Alors, pour ma part, moi, je parlerai de Boana, puisque je suis sa sœur de cœur. C'est vrai que on est passé par toutes sortes de phases, hein. La tristesse, la colère. C'est vrai qu'à un moment, on était très présents, puisque tous les samedis, on essayait de faire des manifestations dans toutes les communes, on va dire, où résident les garçons. Mais c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie et des moyens financiers que nous n'avions pas forcément. Et disons qu'à ce moment-là, on avait très peu de retours, en tout cas très peu de personnes présentes. Et on se retrouvait toujours avec les mêmes personnes. Et c'est vrai qu'on a décidé de fonctionner différemment. Et c'est pour ça que, quelque part, on se faisait moins voir, quelque part. Mais sachant que, quelque part, les avocats faisaient le travail et limite, on a laissé toute la charge pour eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entendre que les frères vont repartir encore pour 6 mois, ça appelle à l'interrogation, puisqu'on se dit, si vraiment il y avait quelque chose de solide, au bout d'un an, je pense que c'est bon, c'est bouclé, vous présentez les preuves que vous aviez soi-disant déjà, et les gars, ils payent ce qu'ils devraient payer, soi-disant. Mais au moins, il y aurait un jugement, une condamnation. Il y aurait une décision, en tout cas. Et là, on nous dit, non, ça repart pour 6 mois, parce qu'on a encore besoin d'enquêter. Mais en fait, on enquête sur quoi exactement, puisque les faits sont là. On a déjà bien pu voir que ce ne sont pas eux qui ont appelé à la mobilisation. Ils ont fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Ceux qui les ont piégés ont déjà expliqué que quelque part, enfin, je dis piégés, c'était peut-être un lapsus, mais ont déjà expliqué sur les médias que eux, en tout cas, à leur niveau, il n'y avait aucune manipulation, aucune violence, rien du tout de tout ça. Donc on n'a pas eu de suite sur les menaces envers les élus. Mais quelles menaces? Mais au final, les grands industriels, les grands groupes guadeloupéens. Mais comme on disait dernièrement, en fait, on se retrouve dans une affaire où on a des coupables, mais on n'a pas de victimes. C'est-à-dire que personne ne porte plainte, personne ne dit qu'il a subi quoi que ce soit comme pression, quoi que ce soit. Il n'y a rien. Donc on a un procureur, un juge qui décide qui va se faire héros du peuple et qui va mettre en prison des gars qui apparemment seraient des terroristes. Parce que quand on entend parler d'eux et comme ils sont traités, on aurait dit que ce sont des terroristes. Ce sont des gars apparemment qui, s'ils reviennent en Guadeloupe, pourraient remettre la Guadeloupe à feu et à sang. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la dimension. C'est-à-dire que Frédéric, puisque je parle de lui, qui est un médiateur social, qui est là justement pour... calmer. Qui a pacifié Bemao, qui a contribué à la pacification bien de sûr. Bemao. Il ne faut pas que les gens oublient. Donc les gens qui veulent... déplacer, non, pour constater. Oui. Donc les gens qui veulent savoir qui il est, puisqu'apparemment il faut justifier qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir être soutenu, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été là justement pour pacifier les jeunes, leur donner du travail. Quand ils sortaient de prison, et c'était ça son travail, justement, trouver du travail pour ces jeunes pour qu'ils ne se retrouvent pas justement dans la rue et qu'ils ne retournent pas dans ce milieu carcéral qui est un cercle vicieux, en fait, finalement. Et voir qu'aujourd'hui, on dit que ce sont eux qui veulent du mal à la Guadeloupe, on se dit, mais à quel moment, quoi? Mais ça ne vous a pas interpellé dès le départ qu'il y ait 2 traitements différents pour tout le monde? On a ceux qui ont donc été incarcérés en local, ici en Guadeloupe, quelques-uns ont atterri en Martinique, mais ça c'était plutôt pour la deuxième vague d'interpellation. Mais sur la première, c'était Guadeloupe, et effectivement, on a eu des transferts qui se sont enchaînés vers tous les mercredis. Ouais, à un moment, pratiquement tous les mercredis, on avait un départ, mais c'est vrai que, en toute naïveté, en ce qui me concerne, moi je pensais que ça allait continuer. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est bon, ça s'arrête. Donc ça veut dire que quelque part, on n'est pas bête. Mais il y a plusieurs lots. Bien sûr. On se dit qu'il y en a qu'on veut tenir vraiment pour responsables et il y en a qui seraient peut-être un peu responsables ou un peu participants. Ou... Après, malheureusement, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque on ne connaît pas plus. Mais choqué, non, parce que ce qui nous a choqué, c'était déjà la violence du 17, du 21 et la première déportation. À partir du moment où il y a eu la première déportation, psychologiquement, on s'y attendait. Il ne faut pas employer ce mot, puisqu'on nous a dit qu'il ne faut pas employer le terme déporté par respect pour ces peuples qui ont souffert. Je suis désolée, quand vous prenez quelqu'un qui est guadeloupéen, qui habite en Guadeloupe, je vais prendre le cas de Boana, qui habite à prison chez ses parents, à 5 minutes même pas. 5 minutes même pas.
et que vous le faites s'en aller sans rien sur le dos, quand Didier s'en va sans rien, et que c'est l'escorte qui a pitié de lui et s'arrête pour lui acheter des vêtements chauds. Lilo est resté plus de 10 jours avec la même tenue. Ils y sont arrivés, on n'était pas encore en été. Quand Buana s'en va, Aurore a sa femme à Parloir à 14h30 et qu'on lui dit qu'on la laisse pas rentrer et qu'elle est devant et qu'elle entend cogner une voiture qui sort et il cogne et on sait que c'est lui à ce moment-là et qu'elle appelle en hurlant. Quand vous n'informez pas les parents, quand vous les arrachez comme ça, c'est pas de la déportation, c'est quoi? Non, ils sont pas expatriés. Pour nous, on emploie ce terme parce que nous, on l'a vécu comme ça. Je suis désolée si ça en touche certains et que, oui, par manque de respect pour les autres, mais nous, on l'a vécu comme ça. C'est vraiment l'arrachement, le fait que du jour au lendemain, on les ait pris, on les a arrachés et transférés. Et on est resté sans nouvelles d'eux pendant très, très longtemps. Je veux dire, c'est pas, ça date pas... ouais, ça fait peut-être 4-5 mois où il y a une communication régulière avec les parents, mais on n'a pas une nouvelle, on ne savait pas comment ils allaient. Ils arrivent dans le froid, ils sont excentrés par rapport à Paris. Ma mère est partie en métropole. Elle a pu voir mon frère une fois, puisqu'elle voulait revenir le lendemain ou le surlendemain. Il lui a dit non, maman, c'est 4 heures aller-retour à partir de Paris, tu es trop fatiguée, tu ne peux pas. Et puis il faut payer les billets de train. Et puis il y a la cantine à payer. Il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils s'habillent, puisqu'ils sont partis sans rien. Et c'est compliqué. Pour revenir à... Étonné sur la première vague... Première vague, non, qu'on fasse cette séparation, on peut dire comme ils ont dit, qu'ils ne voulaient pas qu'ils communiquent, admettons, et qu'on les garde en prison, d'accord. La deuxième vague, bon, on ne veut toujours pas qu'ils communiquent, il y a quelque chose, on les envoie en Martinique. Mais quand vous voyez dans la troisième vague, moi je vais en parler, dans la troisième vague, et j'en parlais sans gêne parce que on a des gens qu'on apprécie beaucoup. Et ça a été particulier, ça a été voilà, plus particulier. Quand c'est des gens quand même qui ont été filmés sur les barrages, qui ont toujours crié haut et fort leur position quant au fait de maintenir les barrages, de maintenir la pression pour faire entendre raison. Et est-ce qu'ils avaient tort au final? On ne sait pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais quand on voit que ces gens qui sont venus d'une certaine façon, et là je vais parler plus pour mon frère, qui est comptable de métier, qui a 4 enfants, quand on vient l'appeler, quand on passe par ses amis, frères d'adolescents, et qu'on passe, qu'on lui dit, ouais, mais tu sais, on a envie, parce qu'ils sont conscients quand même que ces garçons-là, ce ne sont pas des garçons lambda, que ce soit O'Neill, Buana, Zébris, Lilo, ce sont des gens quand même qui sont respectés, qu'on écoute, peu importe les raisons. Lilo, par exemple, il a un casier judiciaire vierge et on l'écoute. Buana a un casier judiciaire vierge et on l'écoute. Donc, Noël, il n'a pas un casier judiciaire vierge, mais c'est la même influence. Et quand on vient chercher ces gars-là, et quand on dit, ouais, mais si on les touche par notre combat, ils vont pouvoir sensibiliser la jeunesse, parce que la jeunesse n'est pas sensibilisée directement par le combat des collectifs en lutte et tout ça. C'est une réalité. Et il a fallu trouver, quand on accoste mon frère, on lui dit, ouais, tu sais, on va piquer. Ben, de toute façon, tu l'as vu, hein, il a dit, si obligation vaccinale pour ses enfants, sur la place, j'étais devant la sous-préfecture, quand il y avait le rassemblement, il a dit, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce qu'on ne piquera pas ses enfants. Et ce qu'on fait vivre au suspendu, lui, ça le touche. Lui, il était mobilisé depuis la vaccination pour les enfants. Parce qu'on lui a dit, voilà, et que pour lui, l'injustice chez nous, on n'aime pas. Quelle qu'elle soit, on n'aime pas. Et il y est allé avec son cœur. Il s'est retrouvé. Et ces personnes qui sont venues chercher, parce que oui, c'est bien de dire les politiques. Oui, les politiques a appelé, à rencontrer des jeunes parce qu'il fallait faire des réunions pour trouver des solutions. Mais avant même que les politiques, si les politiques ont eu lumière sur ces gens-là, c'est qu'ils se sont dit, mais on les a peut-être contactés pour pouvoir dire à la jeunesse, il est temps de bouger parce que c'est une réalité. Et ces mêmes gens de la troisième vague qui ont été arrêtés, qui les connaissent. Il y en a qui sont connus pour leur implication, pour leur investissement dans la lutte en Guadeloupe, et moi je respecte. Mais pourquoi avec les mêmes chefs d'inculpation, on les soupçonne des mêmes choses, et eux ils sont libérés? Pourquoi non seulement... Alors il y en a 3 quand même qui ont le sous-contrôle judiciaire, donc on peut dire, bon, ils sont un peu dans la même... Mais il y en a un qui pour moi est vraiment en lumière dans ce combat-là, et il sort avec le statut de témoin assisté. Le statut de témoin assisté, ça veut dire que si un jour il y a un procès, il ne sera pas avec la défense. Hein. Il sera à disposition du procureur, du juge, au bon vouloir. Et ils ont même encore la possibilité de l'inculper. Il n'est pas à l'abri, mais pour l'instant,
il est protégé d'une certaine façon. Et ben pourquoi? Moi, c'est ce que première vague, deuxième vague, je veux plus qu'on m'explique. Ils cherchent, c'était normal qu'il y ait d'autres vagues. Mais pourquoi un traitement aussi un dur pour certains. Voilà, différent. Pourquoi quand on a libéré pratiquement... Les 4 derniers à être incarcérés, ils sont en métropole. Hein. Tous les autres ont été libérés. Ça veut dire qu'à peu près sur 13 personnes en tout, ou 15, en comptant les derniers, ce sont les derniers à être incarcérés. Alors, on pourrait dire que oui, bon, mais on a des doutes sur eux parce que, ils étaient des quartiers, mais il y a un policier. Oui. Vous êtes en train de briser... Mais lui, on dit qu'il est effectivement, lui, c'est plus grave pour lui parce qu'il est responsable de trahison auprès des forces de l'ordre. Alors, parce qu'on est policier, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Parce qu'on est policier, que notre femme est infirmière, qui est en première ligne quand tout se passe et qu'elle doit continuer à travailler, quand on veut l'obliger à prendre un vaccin qu'elle ne veut pas, est-ce que lui n'a pas le droit de dire ce qu'il pense? Est-ce qu'il est policier 24 heures sur 24? Est-ce qu'à un moment, il n'a pas envie de dire ce qu'il pense? Est-ce qu'on l'a vu sur les barrages? Est-ce qu'on l'a filmé en train de casser des choses? Est-ce qu'on a vu ça? Il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Donc en termes de preuves, il n'y a pas... Il n'y a rien. C'est vraiment que des écoutes téléphoniques, des échanges. Harold aurait pu, si Harold avait échangé avec O'Neill à ce moment-là, Harold serait peut-être dans le wagon. C'est-à-dire qu'on associe des gens qui ont parlé à un tel moment parce que ça arrange. Ils ont voulu trouver des boucs émissaires. Et moi je dis aujourd'hui, ils les ont trouvés, mais il faut admettre nos torts. Les gens étaient vexés parce qu'on a dit qu'on était seuls. Je ne pense pas aux Guadeloupéens, comme elle a dit, les Guadeloupéens lambda, sans vouloir offenser, qui nous ont toujours soutenus, qui sont venus au Assemblée. Mais comme elle disait, ce sont les mêmes. Mais les Guadeloupéens qui ont le pouvoir, parce qu'il y en a qui ont le pouvoir, on le sait. S'ils avaient pris à bras-le-corps ce qui s'était passé, s'ils avaient, comme pour certains dans le dernier wagon, à dire « Et allez faire vos courses parce que si un tel n'est pas libéré, ça caille chaud. Rassemblez palettes, rassemblez parce que ça caille chaud. » Ce sont des Guadeloupéens. Et avec raison, moi je dis qu'ils n'avaient pas allé en prison, donc avec raison qu'on parle. Mais les mêmes, Noël c'est un père de famille, il est comptable de métier. Didier c'est un policier, il est père de famille. Boana, c'est un médiateur, fonctionnaire de l'État. Il a baissé la délinquance, la violence dans sa ville à 70%. Le ministre s'est déplacé pour venir voir, dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est différent? Lilo est médiateur. Des primaires, ils ne sont jamais allés en prison. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont droit à ce régime-là? Quand on dit qu'on ne laisse pas, on ne veut pas libérer Boana, on ne veut pas libérer O'Neill parce qu'ils ont peur que les émeutes reprennent en Guadeloupe. Donc vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, que 2 Guadeloupéens, O'Neill et Boana, Lilo en l'occurrence aussi, arrivent à soulever une population. Et c'est eux qui disent, qui souffrent aux oreilles de... ça va pas, il faut faire ça va pas. Mais il faut arrêter la politique de l'autruche. Avant Boana et O'Neill, il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà des gens qui allaient sur les barrages. Et encore une fois, je dis bien qu'il n'y a aucune preuve, comme quoi ils étaient sur les émeutes, les barrages et tout, si ce n'est devant, effectivement, Noël s'est pas caché, devant le CHU. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à la limite, lui ne se cache pas. Ses témoignages sont clairs sur les intentions pendant la mobilisation. Mais malgré ça, effectivement... Ils ne se sont cachés de rien, ils ont été honnêtes. On parle d'écoute, ils vous disent, mais oui, mais je connais. Je connais Lilo, je connais Zébris. Qui connaît? Moi, je n'ai jamais rencontré Zébris de ma vie. Mais si on me dit Zébris, je me dis, ah oui, il chante et il est de Grand Camp, oui. Boana, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je sais qu'il est de Bémao. Il faut arrêter de dire parce qu'on les connaît. Alors, certains disent parce qu'on les connaît, d'autres disent, ouais, mais on ne les connaît pas. La Guadeloupe fonctionne à la fête, et si les gens n'embrassent pas la cause, c'est parce qu'ils ne sont pas connus et qu'ils ne sont pas, à la tête de groupes militants. On ne les connaît pas. Alors, et à contrario, bizarrement, on ne les connaît pas, ils ne sont pas à la tête, mais mon frère a même entendu dire qu'il était le boss de Domota. Oui, tout ça dans ça. C'est quand même un gars de 40 ans, il a eu 40 ans en prison cette année, alors que ces gens sont là depuis longtemps. Donc j'ai déjà un patron. Oui, vous vous rendez compte, c'est grave. Et quand l'OPJ qui est venu en Guadeloupe les interroger en janvier, qui sont revenus interroger les politiques il n'y a pas si longtemps, et qui les a recroisés parce qu'il a eu d'autres auditions là-bas, ils disent, vous savez monsieur, en 15 ans,
en 15 ans de métier, je n'ai jamais vu des gens rester plus d'une année en prison sans partie civile, sans meurtre, sans blessure, sans rien. Je n'ai jamais vu ça. Et j'espère que normalement, on est allé au bout du processus. Il n'y a rien à traiter. J'espère ne plus vous revoir. Un OPJ, un blanc, hein, qui n'a pas de... Ils sont choqués parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Mais quand même, il y a prolongation du mandat de dépôt de 6 mois. On va au bout parce qu'ils ont des cartes à jouer, ils les jouent jusqu'au bout. Donc on en reviendrait au procès politique dont M. Branco nous a parlé. Bien sûr, c'est purement politique. Alors, il y en a qui disent oui, mais les politiciens se sont pas manifestés, J'estime que le politicien, après avoir parlé il n'a pas à aller manifester, dire... Ils sont arrêtés le vendredi, dès le lundi, je crois. J'ai l'attestation de M. Servat, attestation de témoin, à la même pièce d'identité, attestant que les garçons n'ont fait aucune pression, n'ont pas demandé d'argent, n'ont rien fait. J'ai le même document de Chalus qui l'a fait tout de suite. J'ai rencontré M. Sapoti qui m'a dit qu'il attend qu'on l'appelle parce qu'il est prêt à témoigner, il n'a subi aucune pression. Aucune tentative de quoi que ce soit. Monsieur Baptiste, c'est pareil. Et il y a d'autres personnes qui demandent, qui veulent être entendues justement pour clarifier les choses. Pas été entendus. Non, ça n'intéresse pas. Toujours pas. En fait, ils écoutent, les gens à décharge, parce qu'encore même, il n'y a même pas des gens à décharge. Ils auditionnent comme ils veulent, mais ce que les avocats ont demandé depuis le départ, c'est pas fait. Il y a des gens qui ont des choses à dire pour dire, mais non, on était là à ces réunions. On y était. Il n'a jamais été question de ça. Et puis, et aussi, je voulais clarifier, les gens nous disent, oui, mais les grands frères, on ne les connaissait pas. Vous ne pouvez pas connaître les grands frères, parce que c'est une appellation que le procureur a décidé de donner à cette affaire. Oui. Mais les grands frères, ce n'est pas une association. Ce ne sont pas des gens qui fonctionnent en groupe. Par contre, est-ce que le nom de l'association, même, c'est les grands frères? Non. Ce sont des gens qui ont dans leur identité, dans leur individualité, ont l'habitude de faire des choses pour le peuple et ils ne s'en vantent pas. Alors c'est ça en fait, ils devraient s'en vanter. Comme ça aujourd'hui on ne serait pas étonné. Mais par contre, si pour ceux qui nous disent ouais les grands frères on ne connaît pas, tapez Bwana sur Google, tapez O'Neill, tapez Lillo et vous verrez ce qu'ils ont déjà fait. Et encore, je ne suis même pas sûr parce que ce ne sont pas des gens qui se vantent. Quand ils ont fait des actions, ils ont fait des actions. Ils ont fait une association un week-end où ils sont allés prendre des jeunes dans chaque quartier. Il y avait Lillo, il y avait Kérosène, il y avait Bwana, il y avait Oxène. Ils les ont emmenés faire de l'équitation, faire de la moto, les sortir. Mais ça, c'était justement dans le cadre, encore une fois, de pacifier toute la Guadeloupe. Puisque mais ils n'ont pas fait assez de pub. On disait qu'il y avait des guerres de gangs, justement, et ils ont voulu mettre un terme à tout ça. Mais surtout, il y avait surtout une recrudescence de meurtre. C'était surtout après le meurtre du jeune devant Bainbridge. Et encore une fois, ils se sont dit non, on ne peut pas continuer comme ça, puisque quelque part, la trêve, s'il faut vraiment utiliser le terme, la trêve a déjà été faite au niveau des grands. Donc, pour eux, c'était apporter leur état d'esprit justement à ces jeunes et leur montrer que t'as Sainte-Rose là, t'as Bémao là, mais vous êtes pareils, vous vivez les mêmes problèmes. Donc, allons ensemble, faisons une journée. Les jeunes étaient complètement ravis et ça fait plaisir. Et c'est vrai que de voir qu'aujourd'hui, on leur reproche limite de réduire la vie de ces jeunes-là, ça ne peut pas passer. Puisque c'est eux, justement, qui font office de suite de l'État. Puisque au bout d'un moment, tout le monde a constaté que les jeunes étaient laissés au dépourvu. Et aujourd'hui, ce sont les associations qui prennent le relais de l'État, puisque l'État n'a plus les moyens. Et justement, Frédéric, il a son association JPMC, que je fais partie de cette association. Et on a toujours eu à cœur de faire des actions sociales pour aider les jeunes. Et peut-être qu'effectivement, malheureusement, on aurait dû faire comme tous, c'est-à-dire se filmer. Mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là aujourd'hui. Et c'est là où on voit le danger de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. C'est-à-dire que tant que vous ne vous faites pas voir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a comme si vous n'avez rien fait. Mais voilà, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont complètement hypocrites, qui n'en ont rien à faire de la cause, par exemple, des pauvres, qui vont se filmer avec un pauvre. Récupération. Et dès que j'éteins la caméra, allez, vas-y, t'es sale. Non, en fait, nous, parce qu'on le fait avec le cœur et qu'on ne se fait pas voir, limite, on nous le reproche, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir le soutien d'un peuple, il faut obligatoirement avoir montré, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il y a encore, puisque les réunions ont été filmées.
elles sont sur les réseaux sociaux et ça fait pas la différence. Mais le problème qui s'est C'est ça qui est posé, extraordinaire. le problème qui s'est vraiment posé, c'est qu'on a eu donc un rassemblement justement de jeunes qui voulaient ramener le calme ici en Guadeloupe. On a vu que l'État s'était appuyé justement sur ce projet entre guillemets pour recueillir des doléances, recueillir des projets qu'ils pourraient mettre en place par la suite. Après, pour débloquer des budgets aussi pour qu'il y ait un suivi des jeunes. Et du jour au lendemain, en fait, ça a basculé. Et on s'est retrouvé d'organisation, de réunions de travail à casse-prison. Organisation malfaiteur. Organisation de malfaiteurs. En vue de commettre des crimes. J'avoue qu'au niveau de l'opinion publique, bon, forcément, il y a un bug. Et c'est vrai qu'on a eu les 96 heures de garde à vue. Ils ont été déférés devant le juge d'instruction. Ils ont acté les mandats de dépôt. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'était flou artistique. Voilà. Mais c'était fait exprès, justement. Je pense que pour que la population ne se rebelle pas, il ne faut pas qu'il y ait une cohésion. Donc ça veut dire qu'il faut semer le trouble. Aller chercher, pour parler d'O'Neill, O'Neill, comme par hasard, ils ont été déterrés une affaire qui datait de je ne sais quand. Allez, pour montrer que oui, mais vous voyez, vous le... Mais les gens ont fait l'amalgame quand même. C'est que l'opinion publique a quand même fait l'amalgame. Et la présomption d'innocence, on y va. Son nom était partout. Hein. Alors là... Ils savent sur quoi appuyer, ils savent comment faire. C'est quelque chose qu'on leur apprend. C'est pas quelque chose... J'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, quand vous voulez aller au bout de votre action, vous êtes obligé d'utiliser ce genre de moyens. Mais moi, Maître Branco a essayé de l'expliquer. Ça a été mal compris. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il expliquait les choses clairement, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve face à un système qui broie les petits et qui broie ceux qui n'ont pas la force, le poids de se faire représenter. Et les familles aussi. Et bien sûr. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais ils ont instillé la peur. Ils voulaient faire en sorte que la peur... Vous vous rendez compte, quand on crie que les dossiers sont vides et qu'on arrive à mettre les gens 1 an en prison, ça mais les gens ont du mal à vous croire, en fait. Ils se disent systématiquement, s'ils sont maintenus en détention depuis 1 an, c'est qu'ils ont quand même fait quelque chose. Parce qu'ils sont jugés. Ils sont jugés, mais même ceux qui sont en lutte, ils n'ont pas envie d'aller en prison. Pourquoi ils vont monter au créneau? Je n'excuse pas, mais je peux comprendre, mais parce que qui a envie d'aller en prison pendant 1 an? Personne. Quand ils voient que... Ils savent quand même pourquoi les gars sont venus. Ils sont venus soutenir, ils sont allés discuter parce qu'on n'arrivait pas à échanger avec les jeunes. Donc ils se disent, mais punaise, si pour ça, ils prennent 1 an, mais nous qui sommes connus dans le monde de la lutte et tout, ils vont donner du crédit, ils vont dire, ouais, mais ça date pas depuis hier, ça fait un moment qu'ils font ça, sauf qu'eux, ils n'étaient pas dans ces histoires. Pardon. Ils ont voulu continuer leur action comme Bwana, ce qu'il a fait, aller parler aux élus ou quoi que ce soit, c'est un peu la continuité de son action qu'il mène dans son quartier. Ça veut dire qu'ils sont fédérateurs et on les écoute. Et ils ont ce côté un peu caméléon aussi de s'adapter au public qui sont en face d'eux. Donc parler aux jeunes, rapporter la voix des politiques. Et transcrire ce qui est leur volonté. Au plus vrai, parce que les jeunes n'y croient plus, on les a tellement baratinés pendant longtemps qu'ils n'y croient plus. Donc Bwana, voilà. Eh bien, ils ramènent, et dans l'autre sens, ils savent que Bwana, O'Neill, Lilo, vont ramener au plus vrai, au plus proche de ce qu'ils auraient dit, de leur doléance, ramener aux politiques. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand vous voyez que les gens se disent, mais pour punaise, ils ont fait ça, c'est filmé, ils sont allés en prison, mais nous, on ne va pas risquer d'aller encore barrer ou demander justice pour eux. Ils vont faire quoi de nous? C'est pour ça qu'on ne reproche pas. On ne reproche... un moment, oui, puisque avec la naïveté, bien sûr, et c'est les gens, je sais pas, peut-être qu'ils pensent qu'on a l'habitude d'être confrontés à ce genre de situation, mais c'est tout nouveau pour nous, c'est tout nouveau pour les familles. Et c'est vrai que au début, on comprend pas parce que quand on est face à une telle injustice et on sait face à quelle injustice on se dit mais on comprend pas pourquoi les gens sont pas comme nous. Mais après, avec l'expérience. Et on se dit, mais effectivement, mais on comprend. Jusqu'à la dernière vague, moi, pour ma part. On comprend. C'est vrai que c'était particulier. Oui, non, jusqu'à la dernière. Je ne faisais pas de reproche, mais la dernière vague, non. On ne peut pas faire appeler à la mobilisation pour les 4 derniers et nous, que dalle, quoi. Alors oui, on va me dire, oui, non, mais quand ils font des meetings, ils envoient une fausse. Oui, super. Je vous remercie, c'est gentil. Je prends. On envoie là, d'accord. Mais moi, je veux des flyers avec la photo. Si vous libérez pas, eh bien voilà, parce que même si ça fonctionne pas, même si ça fonctionne pas, ils vont se dire mais là le peuple a compris, le peuple soutient ses enfants parce que ce sont des enfants du peuple et ça va être plus compliqué, ça va pas passer inaperçu comme c'est en train de passer. Ça veut dire qu'ils sont en train de payer. En fait, il fallait des têtes de Turcs
et ils sont en train de payer l'impertinence du peuple guadeloupéen qui reste fier malgré tout et qui reste un peu le mauvais élève, voilà. Et eux, ils sont en train de payer ça. Ils sont tombés au bon moment, au mauvais endroit. Avec, je ne dirais pas les mauvaises personnes, je ne suis pas là pour juger ni politique, ni syndicaliste. Mais c'est pas anodin, on aura le fameux de cette histoire. Voilà. Mais en même temps, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je me dis, mais c'est pas la première fois quand même qu'on a des mouvements. On est resté 40 jours en grève. 44 jours. 44 jours en grève. C'est extrêmement particulier. Si on doit analyser vraiment le déroulé, c'est Non, extrêmement mais en fait, particulier. c'est pour dire que pourquoi cette action-là plus que l'autre. C'est juste parce que, malheureusement, encore une fois, parce que déjà 2009, on était déjà les mauvais garnements de France. Tous les États-Unis, des pays. Il y avait un prix à payer, hein, d'ailleurs, pour ça. Oui, bien sûr. En fait, et c'est pour ça que je rejoins un peu ce qu'a dit Jessica, c'est que à chaque fois que le Guadeloupéen a réussi à être solidaire, même inconsciemment, hein, puisqu'on a été solidaire, on est plus de 60% à ne pas être vacciné, si c'est pas plus. Donc c'est une forme de solidarité, et à chaque fois qu'on fait front comme ça aux décisions de l'État, ben, il y a des têtes qui doivent tomber. Et bien là, c'est les Et gars. pourquoi je dis que c'est particulier aussi sur ce cas de figure-là, c'est que par exemple, on a interpellé Boana, qui est sur le territoire de Bémao, le territoire de Bémao qui n'a eu aucun dégât Voilà. pendant les émeutes. Pas de blocage. Il a gardé la situation au calme. Et il y a eu, je me rappelle, il y a eu un petit feu de 10 minutes dans un rond-point. Et il a vite réglé ça, ça a vite été réglé. Mais sinon, il n'y a eu aucun dégât à Bémao. Destrélan n'a rien eu comme problème. Si on les connaît, on sait que pour eux, je vous le dis clairement, moi je suis sa sœur et je ne vais pas le cacher. Noël ne croit pas forcément à ces actions-là. Il les comprend, hein, et il les comprend. Mais pour lui, alors peut-être parce qu'il lit plus que moi, peut-être, il est peut-être plus intelligent, il se dit que il faut changer de façon de faire. Donc, attendre d'eux qu'ils fassent ça, des barrages partout, qu'ils prennent que ce moyen d'expression, c'est encore une fois prouver qu'on ne les connaît pas. Parce que si on les connaissait, le lien social, rétablir le lien social, rétablir la communication, comprendre l'autre, parler humain avec la personne qu'on a en face, peu importe le public, peu importe la personne, le niveau de vie, la qualité de vie, ils comprendraient que c'était pas dans ce but-là. Et c'est ça, et aujourd'hui, j'espère que, pour connaître le mien, je sais que, et j'espère que la prochaine fois qu'on parlera de cette affaire, que ce ne sera pas moi, que ce ne sera pas Nelly, excuse-moi Nelly. Non, mais je comprends dans quel sens tu le J'aimerais dis. bien que ça soit, que ça soit eux. Je sais très clairement qu'il ne va pas se gêner. Et j'aimerais que... Alors, on a une date d'appel, hein, la semaine prochaine, il passe en appel. On accepte toutes les pensées positives, tous ceux qui pourront penser à eux à ce moment-là, ça sera très important. Mais que ça nous serve de leçon. Parce qu'en une année, je ne vais pas mentir, c'est dur, hein, c'est dur. Même là, ce soir, je suis enrhumée depuis la semaine dernière. Et je me dis, est-ce que j'y vais pas. Et je me dis, non, mais si on ne le fait pas, personne ne le fait. C'était compliqué, mais on a appris des choses. Et je pense qu'eux aussi, ils ont appris. C'était un parcours, je ne dirais pas important, pas indispensable, mais important, parce qu'aujourd'hui, si on veut véhiculer une image, si on veut véhiculer un message, je pense qu'il faut penser à 2 fois et ne pas plonger tête baissée comme on a fait dans le passé. Et je pense que ça servira. Alors, je ne dis pas qu'ils vont y retourner parce qu'ils ont payé la jeune, hein, ils n'ont pas envie, enfin, pas payé la jeune, ils ont dit dans là, mais ils n'ont peut-être pas envie d'y retourner. Mais j'espère sincèrement que ça servira de leçon et qu'on reste unis, sans polémique, qu'on arrête de reprocher à l'autre ce que nous-mêmes nous faisons. Quand on nous reproche d'avoir été prendre un avocat blanc et qu'au dernier procès des leaders, il y en avait 3, quoi. Il y avait 3 avocats blancs. Donc on vous reproche ce qu'on fait nous-mêmes. Parce qu'au fond, c'est pas ce qu'il a dit. C'est que comme disait, il est déjà mort, et Beau Simon, c'est qu'il vit et qu'il foutait vérité. J'ai l'amour. Voilà. On t'a laissé finir. Non, c'est ça en fait. Oui, mais nous pas aimer garder nous en blanc. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous pas savons qu'on réflexion, nous pas savons qu'on remarque. Nous pas braquer nous directement, ça c'est fatigant. Non mais c'est ça en vérité. Il faut prendre en considération et réfléchir. Se demander pourquoi et où est-ce qu'on va après maintenant avec ça. Est-ce qu'on va pas rester dessus, on va faire des plans? Non. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour continuer? Et, nous, comme je disais, on a toujours été ouverte à tout ce qui est convergence des luttes. Nos portes, nos téléphones, tout est ouvert. On n'a jamais été fermé à quoi que ce soit, bien au contraire.
Et c'est juste que il y a un moment où il faut reconnaître nos torts, il faut reconnaître nos points faibles, nos faiblesses. Et moi, je voulais juste dire par rapport à justement tout ce capharnaüm autour du syndicat, c'est que le syndicat a son importance. Personne ne peut le renier. Les travailleurs ont besoin des syndicats pour les défendre. Maintenant, ma réalité, à moi, me fait me dire que les syndicats aujourd'hui sont limités pour régler tous nos vrais problèmes en Guadeloupe. Pas limités dans la motivation, mais limités dans les moyens. C'est-à-dire que quand vous êtes un syndicat, on vous donne des possibilités de manifester, de faire des marches. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je le comprends, je le conçois. C'est la règle, tout le monde décide de ce jeu. Par contre, quand il y a d'autres personnes du peuple, on va dire, qui décident, eux, de prendre la suite, parce que eux, peut-être, n'ont pas justement ces barrières, eh bien, il ne faut pas les accueillir en disant, ouais, mais c'est peut-être des gens qui vont, je sais pas, une histoire d'ego, quoi que ce soit. Il faut accueillir toutes les luttes, toutes les formes de lutte. On nous parle de division aujourd'hui parce que Maître Branco a parlé. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant de partis politiques, autant de syndicats, autant de groupes carnavalesques, c'est bien qu'à un moment donné, il y a bien une division. Est-ce que vous appelez division? Moi, j'appelle juste des divergences d'état d'esprit. C'est de la pluralité. C'est tout. On ne va pas se fâcher par rapport à ça. On a chacun notre façon de penser, de faire les choses. Et ensemble, on peut avoir un projet commun, on est ensemble en se respectant. Quand ça ne va pas. Mais moi, je vais aller plus loin dans ce qu'elle dit. Il faudrait... parce que quand ils appellent à manifester, ils appellent les syndicalistes, ils appellent les travailleurs, camarades, travailleurs, mais après, ils appellent le peuple. Le peuple n'est pas syndiqué. Moi, je ne suis pas syndiqué, mon frère ne l'est pas. Et je pense qu'il faut, même si sur le fond, et je regarde la caméra, même si sur le fond, vous avez raison, mettez la forme, parce que quand vous avez une famille qui se voit arracher son fils, son frère, son compagnon, le père de ses enfants, et que vous dites, ouais, mais bon, il part, et puis, ouais, mais on est venu, on a soutenu ta mère, mais à la base, on n'était pas obligé parce qu'il n'est pas syndiqué. Mettez-vous à ma place. Ça fait mal. Et moi, je parle de moi, là. Mettez-vous à ma place. Et pourtant, j'ai rongé mon frère. Vous avez vu, j'étais auprès des suspendus parce que c'est normal. On n'est pas allé sur le big pour être avec les syndicalistes. Mais lui n'avait aucune obligation d'être là non plus. On soutient une cause. C'est les suspendus, c'est l'obligation vaccinale. Et quand je sais que mon frère a été gazé parce qu'il était devant le CHU, il a protégé une fille qui est devenue une sœur maintenant qui me parle, qui fait partie du GTG. Elle me dit, mais il m'a protégé parce qu'ils me fonçaient dessus. Et il était là, je n'arrive pas à comprendre. Donc quand il y a des images, il y a des gens qui savent, ne venez pas dire, dites-moi ça va être compliqué, ça va être plus compliqué mais ne me dites pas, à la base on n'était pas obligé. Parce que si c'est déplacé, c'est pour le peuple. Si c'est déplacé, c'est pour le peuple. Si vous travaillez, si vous manifestez, c'est pour le peuple. Il n'y a pas que des travailleurs en Guadeloupe, il n'y a pas que des camarades. On est même venu le chercher. J'étais témoin de... Bon, parce que j'étais là. Je sais. Mais... On est venu le chercher. Et il y a même des gens de ta famille qui, à un moment, lui ont dit de sortir de là. Mais bien sûr, ma mère était sur le pont. On lui a ma mère était sur le pont de l'hôpital. Elle lui dit, Noël, sors de là. Il est resté. Il me dit, maman, non. Il sort. Elle était en panique. Et moi, je lui dis, maman, sors sur le pont. Parce qu'ils avancent. Donc, c'est toute une famille qui était déjà... on était inquiets. Moi, je me suis méfié dès le départ. Et là, ça continue. Et je vous assure, et même s'il était en Guadeloupe, je vous dis, il serait en Guadeloupe en prison, mais même moi, je n'aurais pas la force d'aller le voir. Parce que c'est compliqué de... C'est violent. Pour l'avoir vécu, moi, je suis l'aîné, c'est violent. C'est compliqué. C'est compliqué quand vous savez la vérité. C'est pas que parce que c'est mon frère, j'y crois. Mais si ce n'était pas la vérité, il n'aurait jamais laissé sa famille subir tout ce qu'on est en train de subir. Il nous aurait dit, stop, taisez-vous, je ne veux plus vous voir passer à la télé. Et c'est en ça que moi je crois, et c'est en ça que j'ai appris à croire en Boana, en Lilo, en Didier. Et j'aimerais que les gens y croient, parce que ce qui leur arrive, ça peut vous arriver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous n'allez pas dans le sens de l'État, très clairement, quand vous vous exprimez, vous risquez aujourd'hui de vous retrouver en prison. Parce que vous et votre ami, le voisin, plus un tel, ça fait déjà une association de malfaiteurs.
Ça va devient très compliqué. vite. Avec la LOPMI, ils ont voté une loi, Mmh. se rassembler, manifester, ça va devenir très compliqué. Ouais. Voilà. Même 1500 euros, je crois, l'amende il y a minimum. un panel d'amendes, Bien sûr. mais il y a aussi de la prison. À la clé, Tout ça est va- Donc c'est pourquoi C'est ça pour va que être le très peuple compliqué. ferme sa bouche. Mais- Accepter. Pas plus tard qu'hier, on a eu une arrestation de 20 étudiants. Ils étaient en occupation de leur lycée contre la réforme des retraites. Ils ont été interpellés, ils sont en garde à vue jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Donc à partir de là, ils sont pas majeurs. Ah oui, au lycée, un lycée à Strasbourg. Et Non, donc, l'aspect il y a humain eu n'est plus dans notre société. 20 C'est pas interpellations. juste. Mais c'est ça qui est en train de disparaître en vrai. Voilà. En tout cas, merci à vous deux pour vos témoignages. Merci. On se verra très prochainement puisque Bien effectivement il y a l'appel. Donc on espère avoir des nouvelles et voir un petit peu l'évolution de ce dossier. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau ce soir. On se quitte pour une petite page de pub et on revient avec notre invité en plateau. De retour dans notre focus, je reçois maintenant Sarah Tanouz du centre Greatness Academy. Rebonsoir. Bonsoir Harold. Alors que propose justement la Greatness Academy? J'ai du mal à parler directement de la greatness après ce qu'on a envie d'avoir parce que je ne peux pas m'empêcher de rappeler à quel point on vient de se prendre un shoot de love dans la figure parce que ces deux femmes ont simplement exprimé avec leur trip tout l'amour qu'elles pouvaient avoir pour ces personnes incarcérées. Et je trouve ça juste extraordinaire parce qu'en parlant avec elles, elles me disaient non, mais on n'a pas l'habitude de parler, de s'exprimer. Et en fait, elles font ça avec une aisance et de façon tellement posée. Et donc, je suis impressionnée de ce que l'amour est capable de faire. Et quelque part, je me retrouve à travers ce qu'elles ont exprimé parce que l'être humain se transcende et est capable vraiment de tout quand il aime et quand c'est ce qui le motive. Et donc votre rôle, c'est un peu d'aider l'être humain à se transcender? Exactement, exactement, à comprendre comment il fonctionne, tout simplement. La Greatness Academy est un centre de formation qui propose à chaque individu, des hommes et des femmes, de pouvoir mieux comprendre comment ils fonctionnent. Quels sont les paradigmes, quelles sont les croyances qu'ils font, qu'ils voient la vie de telle ou telle façon. On amène chaque participant à réaliser que finalement, il est l'auteur de sa vie, qu'il est la source de tout, et qu'il peut à tout moment choisir et décider de quelle réalité dans laquelle il a envie de vivre. Alors, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la notion de choix, puisque vous dites finalement c'est l'être humain qui choisit. Mais souvent, on a cette phrase qui ressort, je n'avais pas le choix. Moi, j'ai tendance à dire on a toujours le choix, mais souvent on vous dit je n'avais pas le choix. Dans ma vision, je n'ai pas le choix, est une funeste blague. Peu importe les situations, même celles qu'on a évoquées tout à l'heure, à tout moment, quand vous avez quelque chose où c'est marqué c'est interdit, on n'a pas le droit de, on a toujours le choix de, puisque justement la transgression existe. Par conséquent, à tout instant, on a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Là où intervient une once de responsabilité, c'est quand on sait qu'en faisant quelque chose, il y a des conséquences. Mais le choix, en mon sens, on l'a toujours. Donc c'est un refus d'accepter les conséquences de nos choix en général. Pour moi, tout à fait. Parce que pour moi, le choix, on l'a toujours. Il y a toujours une possibilité de faire ou de ne pas faire. Même l'acte transgressif qui, pénalement, est répréhensible, au final, puisqu'il y a des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont peut-être commis un meurtre, c'est bien parce qu'ils ont eu le choix, à un moment donné, de le faire ou pas. Je vais vraiment dans l'extrême volontairement, mais le choix est toujours là. Et dans la vie de tous les jours, je pense qu'on se cache souvent derrière un mais je peux pas, mais c'est pas possible, ou jamais je ne vais arriver. Mais non, mais tu comprends bien, il n'y a pas d'autre solution, donc je n'ai pas le choix. Et se cacher derrière un je n'ai pas le choix, c'est de ne pas prendre la responsabilité de ce que je pourrais faire différemment pour y arriver. Donc c'est une faiblesse. Alors, peut-être pas une faiblesse, j'appellerais pas ça comme ça, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas cette capacité de se rendre compte qu'ils ont la possibilité de faire autrement. C'est un peu comme... vous savez, on raconte souvent cette histoire de l'éléphant. Un éléphant, par exemple, qu'on attache dans un cirque. Quand vous attachez un éléphant à un pieu dans un cirque, finalement, il a la force de le détacher et de pouvoir ramener tout le cirque avec lui. Or, il ne va pas le faire parce qu'on l'a habitué depuis petit à le mentaliser, à lui faire croire qu'il ne peut pas sortir de là. L'être humain est exactement de la même façon. Si toute notre vie, on nous a appris que les choses étaient de telle ou telle façon et qu'on n'avait pas d'autre choix, ça n'existe pas dans notre réalité d'avoir le choix. Et par conséquent, on continue à faire les mêmes choses dans le cadre dans lequel on nous a mis en se disant mais c'est comme ça, point trait. Donc ce que nous permettons aux participants de faire, c'est quelque part de sortir de ce cadre dans lequel ils ont été élevés. Alors, qui parle d'éducation Pour sortir du cadre, il faut déjà avoir connaissance du cadre. Vous dites qu'ils ne le savent pas. C'est comme le malade qui ignore qu'il est malade. C'est exactement l'objet des 3 jours se découvrir qui ont lieu vendredi, samedi, dimanche. Se découvrir, c'est ça. C'est découvrir que nous sommes dans un cadre. C'est découvrir comment nous fonctionnons. C'est découvrir pourquoi, quand je vois tel ou tel événement, qu'est-ce qui me passe comme jugement? Quels sont les filtres? Quelles sont les lunettes de ma culture? Quelles sont les lunettes de mes peurs qui vont me dire
Paume pas là parce qu'on vit un arrivé. Voilà pourquoi je me dis ça. Et chaque personne devant une situation réagit de façon différente parce que nous n'avons pas les mêmes filtres et nous n'avons pas la même boîte. Donc les 3 jours qui s'appellent se découvrir servent exactement à ça. Montrer à chacun le cadre et la boîte dans laquelle il évolue afin qu'il puisse en conscience, et je reviens au mot, choisir. Parce qu'il peut très bien choisir et se dire, qu'on fait de moi si ça me va bien. Alors oui, peut-être que je me limite, mais je préfère ça, parce que je me sens en sécurité. Alors peut-être que je n'ose pas faire ça, mais ça me va bien, c'est ma zone de confort. Et chacun a le droit de dire, c'est mon cadre, j'en ai conscience et j'y reste. Nous, ce que nous aimons, c'est accompagner les personnes à se rendre compte de ce cadre. Et une fois qu'elles en sont conscientes, elles ont le choix, soit d'y rester, ou soit de pouvoir en sortir pour faire autre chose. En tout cas, c'est là qu'on veut les conduire, c'est à sortir de ce cadre pour ouvrir leur champ d'horizon. Et à partir du moment où on a défini son cadre et qu'on a nécessité peut-être d'en sortir, ça améliore nos relations avec les autres? Exactement, parce que l'altérité, on la voit différemment. Dans le cadre dans lequel on est, si on est par exemple dans un schéma familial ou dans un schéma entrepreneurial, par exemple en Guadeloupe, la maman est une figure à qui on ne dit pas non. La maman est une figure où il y a un respect qui parfois outrepasse du bon sens. Alors ça fait souvent sourire, mais on a des familles en Guadeloupe qui tous les dimanches, par exemple, vont manger chez la maman de l'époux, par exemple, parce que c'est une tradition. Et la maman et l'épouse de ce nouveau mari a également des parents, par exemple. Par contre, on n'y va pas très souvent. Je mets volontairement l'exemple parce que je sais que c'est quelque chose qui tue beaucoup de foyers. Mais à un moment donné, peut-être que ce fils peut dire « Maman, avec tout mon amour, je ne viendrai plus dorénavant manger chez toi tous les dimanches. Ça ne change rien à la relation et au respect que j'ai avec toi, mais j'ai envie de faire autre chose avec ma famille, avec mes amis. » Et il y a des hommes, mais ce que j'appelle des grands nombres de 40, 50, 60 ans, qui sont incapables de dire à leur maman « Je ne viendrai pas dimanche ». Alors on en sourit, mais l'homme qui n'est pas capable de prendre cette décision, quelle autre décision il ne prend pas dans son entreprise peut-être, et qui fait que son entreprise ne se développe pas plus que ça. L'important n'est pas de juger, je dis pas que c'est bien ou mal, loin de moi cette pensée. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, l'important c'est qu'il le fasse en conscience et qu'il sache qu'il a la possibilité de faire autrement un jour. Mais en parlant de faire autrement un jour, on a constaté que la période d'introspection que la crise Covid a permis remet, on va dire, remet sur la table un peu le rapport qu'on a au travail. Donc les gens veulent plus avoir justement un accomplissement personnel finalement par le biais de leur travail. Ils veulent se sentir mieux, ils aspirent à de nouvelles choses. Donc il faut... C'est nécessaire, effectivement, ce travail introspectif avant d'avoir une quelconque progression dans quelconque domaine. C'est essentiel et je pense que... Alors, il y a différentes formes de l'avoir, cette introspection. Alors, elle peut être seule, ça peut être guidé par un ouvrage, ça peut être guidé par un film. Il y a beaucoup de personnes qui, durant justement le confinement, ont pu suivre sur Internet un certain nombre de conférences, d'influenceurs et qui ont pu avoir des changements, mais qui n'ont peut-être pas duré. Parce qu'il est important, en mon sens, pour avoir de vraies prises de conscience, de vivre les choses de façon expérientielle. C'est-à-dire que vous pouvez lire quelque chose, en comprendre le concept parfaitement, mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté dans votre chair, ça ne va pas être quelque chose d'acquis. Et du coup, le cerveau est fait comme ça, il ne va pas pouvoir, une fois en situation, être capable de le mettre en pratique. Souvent, on se dit, par exemple, quelqu'un vient... là, je suis dans mon travail. Un collègue me dit quelque chose qui m'agace. Je sais que j'ai lu 150 bouquins et que je sais bien qu'il ne faudrait pas que je m'énerve. Je sais bien que j'ai eu les accords Toltec. Maintenant, c'est vraiment un bouquin que tout le monde a. Je sais qu'il ne faut pas que je prenne les choses mais la mise en pratique, ils sont faciles à retenir. J'ai quand même envie de lui dire 2 mots. Tu vois, et pourtant, j'ai lu les accords Toltec. Mais de quelle façon je peux m'entraîner à pouvoir, de façon systématique, c'est-à-dire de la même façon que quand je m'approche d'une flamme, je ne vais pas réfléchir à ce que j'ai lu pour savoir que ça brûle. Mon corps sait que ça brûle et je n'y vais pas. De la même façon, nous, on n'appelle pas ça des formations, on appelle ça des entraînements de vie. Parce qu'on a envie d'entraîner le cerveau à pouvoir réagir dans une situation. Et c'est ce qu'on vous invite à faire dans un parcours de 3 niveaux. Vendredi, samedi, dimanche au WTC, c'est le premier niveau qui s'appelle se découvrir. Parce qu'il faut y aller par étapes, en mon sens. Premièrement, réaliser qu'on vit dans un cadre. Identifier de quoi sont faites les barrières de ce cadre. Qu'est-ce qui nous cloisonne à l'intérieur. Donc toutes les pensées limitantes, il faut les cibler. Exactement. Mais il faut faire preuve d'une certaine honnêteté aussi avec soi-même. Complètement, et c'est là le plus difficile. Je disais cet après-midi sur une radio qu'il y a une affiche que nous mettions tout au début dans nos formations qui dit la chose suivante: que prétends-tu ne pas savoir? Alors moi, quand j'ai vu cette affiche, ça m'a agacé au plus haut point, parce que j'ai pris un peu, je pense, en bonne créolophone,
mais je prétends rien. Pourquoi je me suis sentie un peu agressée par la question. Et avec le temps, c'est-à-dire les jours venant de la formation, j'ai compris que ce que cette affiche voulait me dire, c'est que souvent on se dit, dans telle ou telle situation, je ne sais pas quoi faire. Bon, bah, il se passe ça, mais c'est vrai qu'à mon travail, j'ai plus plaisir à y aller. Mes collègues me fatiguent, j'y vais à reculons, j'ai la gorge qui se noue, mais je ne sais pas quoi faire. Que prétends-tu ne pas savoir? Tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Il te reste à sauver ta peau et quitter ce travail. Par contre, je ne le fais pas et je n'ose pas le dire parce que j'ai peur de l'inconnu, parce que j'ai peur peut-être de décevoir peut-être mon conjoint qui voyait en moi dans ce poste peut-être l'assurance de payer nos crédits. J'ai peut-être peur de décevoir mon enfant en me disant peut-être qu'il va me sentir comme quelqu'un de faible. J'ai peut-être peur du qu'en dira-t-on parce que j'ai un crédit de voiture à payer et peut-être qu'il va falloir que je prenne une voiture plus petite pour pouvoir vivre mon rêve. Enfin, cette peur toute la pression sociale. Exactement, mais au final, je sais très bien ce que je veux. Par contre, je prétends ne pas le savoir en espérant peut-être qu'une solution viendra du ciel et je ne suis pas en mesure d'acter un choix, on revient au choix, parce que j'ai peur des conséquences. Donc c'est ce qu'on invite nos participants à faire, c'est à regarder leur vie avec honnêteté radicale. Qu'est-ce que je vis? Quels sont les choix que j'ai pu faire qui m'ont mené à cette vie? C'est-à-dire que je fais le constat et évidemment qu'il y a des choses qui fonctionnent. Parce que si on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent parfaitement bien. Et c'est intéressant de les identifier aussi, parce que du coup, si j'ai un schéma, une façon de fonctionner qui me porte des résultats intéressants, c'est bien que je puisse la comprendre pour pouvoir la répéter et avoir encore plus de résultats. Parce que je dis souvent que nos résultats sont nos meilleurs coachs. Voilà, par exemple, j'ai eu une alimentation les 15 derniers jours, j'ai perdu 2-3 kilos. Ah bah, je sais maintenant que cette méthode-là fonctionne et je peux la reproduire pour aller perdre les suivants. Si je n'utilise pas mes résultats comme étant mes coachs, j'aurais beau lire tout ce que je veux, il faut que je sois dans la pratique. Donc de la même façon, en ayant vu ce qui ne fonctionne pas, je suis capable de mettre le doigt sur ces barrières limitantes. Et la deuxième partie de cette formation, qui s'appelle se redéfinir, vous permet d'aller travailler précisément sur ces points pour pouvoir faire sauter ces barrières limitantes. Mais c'est pas si simple que ça. Absolument pas, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné pour le faire. Parce que vous donnez la clé pour commencer, mais après, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, mais le fait d'être en exercice pratique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en prise de notes, vous n'êtes pas en train de comprendre un concept. Vous l'assimilez directement c'est-à-dire en qu'on va, exercice. exactement comme vous apprenez à faire de la bicyclette, vous ne reprenez pas un cours à chaque fois, vous n'ouvrez pas un cahier. Une fois qu'un certain nombre de façons de fonctionner sont assimilées, vous pouvez les mettre en place au quotidien dans votre vie. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir prendre des décisions ou simplement de vivre une vie avec une vision différente. Alors, je vais donner quelques petits chiffres aux téléspectateurs, puisque vous parlez aussi du comportement qu'on a sur son lieu de travail, donc de la relation entre sa direction, par exemple, et nous, en tant que salariés. Vous pouvez aider à améliorer cela. On a sorti justement des études. Donc là, on a une petite étude IFOP sur les Français et leurs relations au travail. Et là, effectivement, pour un salarié sur 5, le travail est très important en 2022. Ils étaient 3 sur 5 en 1990. Donc, le travail de moins en moins important finalement pour les salariés. Et effectivement, 2 Français sur 3 préfèrent avoir du temps libre qu'un salaire élevé. Donc maintenant, effectivement, comme je le disais, la crise Covid a tout remis en question. On préfère passer du temps de qualité finalement plutôt que de gagner des grosses sommes. On va vers de gros bouleversements quand même. Les gens se sont rendus compte de ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire que quand vous perdez un certain nombre d'habitudes ou de privilèges, on retourne forcément à l'essentiel, et c'est ce que ce retour à la maison ou ce cloisonnement qui a duré quelques temps nous a permis de toucher du doigt. Alors il y a des personnes sur qui ça a complètement glissé et qui sont revenues une fois la prise tout leur passée. logiciel de base. Tout est revenu. Et il y a des personnes, par contre, qui ont été un peu plus en profondeur et qui ont décidé d'acter. C'est-à-dire que tant que vous ne passez pas à l'action et que ce n'est qu'une belle réflexion, ah tiens, ça serait peut-être sympathique que vous pouvez toujours parler, et là, le temps va passer, vous serez exactement à la même position. Tout ce qui véritablement permet d'avoir un changement, une transformation, ce n'est ni les 3 jours que vous allez faire avec nous, ni la formation de niveau 2, tant que vous n'aurez pas choisi de faire des actions concrètes dans votre vie, rien ne changera. Et ça, par contre, je pense que les personnes qui peuvent vous vendre du rêve en vous disant après cette formation, tout va changer, moi, je dis à mes participants dès le début, je n'ai rien à vous apprendre. Ce que je viens simplement faire, c'est réveiller, révéler en vous des choses qui sont déjà là, et vous avez la clé. À vous de choisir si vous décidez de passer à l'action ou pas.
Donc la formation commencera le 27 prochain. Comment ça se passe? Vendredi, dans 2 jours. Il y a encore des inscriptions possibles? Alors, il reste encore des places sur la session de vendredi, samedi, dimanche. Ce ne sont pas des formations qui sont séparées. On est sur 3 jours. Donc, on commence le vendredi matin 9h et on finit le dimanche soir. Vous les libérez quand même entre-temps. Hein. Bah, écoutez, on les Ils laisse peuvent aller quand même dormir quand même. Mais vous savez, alors, je recommande parfois à nos participants, s'ils ont la possibilité, de sortir de leur cadre et de sortir de leur famille. C'est-à-dire, s'ils peuvent louer une chambre pendant 3 jours, je les invite à le faire parce que si vous retournez dans votre quotidien et que vous êtes heureux dans cette routine, vous ne prenez pas ce temps pour vous. Et l'invitation qu'on a pour nos participants est de pouvoir prendre 3 jours pour ne penser qu'à eux. 3 jours pour être focus sur eux, pour une introspection de toute une vie. Et c'est le plus beau des voyages finalement, voyager à l'intérieur de soi. Bah, en tout cas, Mais c'est selon même moi, c'est nécessaire, la plus belle des destinations. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense même que c'est une nécessité, puisqu'on est au carrefour un peu de tout. On est à l'aube du nouveau monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements profonds dans notre société. Et je pense que si on n'arrive pas à se définir, on ne sait pas qui on est, on n'a aucune chance de pouvoir se placer. C'est exactement ça. Et ce n'est pas dans l'agitation, le brouhaha qu'on y arrive. À un moment donné, il faut justement prendre un peu de recul. Parce que on est encore dans l'image de la boîte. Tant que vous êtes à l'intérieur, vous ne la voyez pas. Si vous ne prenez pas du recul, vous ne pouvez pas voir que vous êtes dans une boîte. Donc de la même façon, c'est une mise en retrait, entre guillemets, faire une pause. Une pause sur son quotidien pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, être capable de penser à soi, à sa façon de fonctionner. Moi, je trouve que c'est parfait de commencer l'année comme ça parce que ça permet de faire une introspection sur, ben voilà, on est en début d'année. Qu'est-ce que j'ai réussi ces dernières années ou ne serait-ce que l'année dernière? Qu'est-ce qui m'a plu? Comment j'ai vécu cette année? Et qu'est-ce que j'ai envie de projeter pour l'année prochaine? Cette année, comment je veux la vivre? Et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir y arriver? Quelles sont les choses qui m'ont été impossibles à réaliser? Est-ce que je suis capable de voir quels étaient les freins? Et comment je peux lever ces barrières-là pour réussir ce que je veux en 2023? Le rendez-vous est donc donné les 27, 28 et 29 janvier prochains au WTC à Jarry pour cette session de la Greatness Academy. Merci beaucoup en tout cas, Madame Tannous, d'être venue sur ce plateau ce soir. On espère quand même pouvoir bénéficier de vos conseils tout au long de l'année. Donc je vous proposerai de nouveaux plateaux. Avec grand plaisir. Si possible. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.